Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Comment faire face à la pénurie de professeurs, comment l'expliquer et surtout comment y remédier? On en parle dans un instant avec nos invités, c'est la question du jour. Dans le grand JT, on vous parlera également de phobie scolaire. On recevra une maman qui a dû faire face à celle de sa fille et qui a écrit un livre pour aider les familles. Ce sera en deuxième partie d'émission. Enfin, Michael Dorian nous parlera du combat d'une jeune Pakistanaise pour aider la scolarisation des jeunes filles. Ce sera dans la chronique Vue à l'étranger. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation avec Michael Dorian. Cher Michael, Jean Castex doit normalement présenter sa démission et celle de son gouvernement dans les prochains jours. La question évidemment de l'avenir de ses ministres se pose et notamment pour Jean-Michel Blanquer. Oui, et alors que se tiendra ce jeudi ce qui semble être le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex, Jean-Michel Blanquer était lui sur RTL lundi soir. Écoutez ce qu'il a répondu lorsque Julien Cellier lui a demandé s'il voulait rester ministre de l'Éducation nationale. Se servir mon pays, c'est au travers de ce que décidera le président de la République. Ça se résume vraiment à ça. Et ce qui sera décidé sera bien. Vous en avez déjà discuté avec lui ? Non, avant l'élection présidentielle, on ne parle pas de ça. On est concentré sur des objectifs. C'est un peu un 110 mètres haie, si vous voulez, une haie après l'autre. Et là, hier, on a franchi une haie importante. Bon, on a compris. À l'éducation, on ne sait pas. En tous les cas, il veut rester au gouvernement. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Jean-Michel Blanquer à l'éducation, le SNU-IPP n'en veut plus. Guylaine David, la porte-parole du syndicat des enseignants, souhaite que la parenthèse Blanquer se referme. Interrogée par la Gazette des communes, elle précise être rassurée, comme beaucoup d'enseignants, que Marine Le Pen n'accède pas à l'Élysée, mais que le bilan d'Emmanuel Macron est loin de les satisfaire. Avant d'ajouter, Jean-Michel Blanquer a malmené notre profession comme jamais. Des Russes en voiture le matin devant les écoles. À Rennes, on teste ce dispositif depuis lundi. L'idée est de fermer à la circulation les rues devant les écoles à l'heure de l'arrivée des enfants pour améliorer leur sécurité et favoriser la marche et le vélo. 2 écoles de Rennes ont mis en place ce protocole. La rue est fermée aux voitures 30 minutes entre 8h20 et 8h50. Les riverains sont cependant autorisés à circuler à faible vitesse. Là, je pense que Paris, ça va être merveilleux. C'est-à-dire que déjà que c'est impraticable. Bon, je comprends, hein, on va y protéger nos enfants et tant mieux. Mais alors là, je n'ose imaginer, franchement, ça va être un soulèvement de masse. L'épidémie de Covid-19 a-t-elle eu un effet sur le poids de nos enfants en 2020 et 2021 ? Les médecins s'interrogent. Une conséquence, en effet, des multiples confinements qui semblent jusque-là être passés totalement inaperçus. L'augmentation du nombre d'enfants en obésité, un chiffre qui était stable depuis une vingtaine d'années. Mais la pandémie a changé la donne. Marie-Laure Barane est médecin spécialiste santé publique et médecine sociale. Elle était interrogée ce mardi sur Europe 1. En 2018-2019, on a 8,6% d'enfants en surpoids. En 2020-2021, on en a 11,2%. En 2018, on a 2,8% d'enfants en obésité. Et en 2021, on en a 4,6%. Donc ça augmente quand même beaucoup. On a relevé 2 facteurs de risque à l'augmentation du surpoids et de l'obésité chez ces enfants. C'est être une fille et être dans une école en zone d'éducation prioritaire et prioritaire plus. Notre hypothèse, évidemment, c'est de dire que les confinements, la difficulté, voire l'impossibilité de faire du sport avec les autres, des modifications de régime alimentaire, tout ça concourt à penser que ça a dû avoir un impact. Vraiment, l'idée, c'est de s'emparer de ces questions parce que ces enfants-là sont encore jeunes, donc tout est possible. Toutes les bonnes habitudes sont encore à prendre. Et oui, cette question évidemment de la cantine, de la nutrition de nos enfants, qui est une question qu'on apporte beaucoup ici aussi dans le grand JT, Michael. Merci beaucoup. Alors comment expliquer et faire face à cette fameuse pénurie de professeurs dont on vous parle aussi souvent ici sur ce plateau? C'est notre question du jour. Regardez. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Alix Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la FCPE dans le 9-3, on dit, dans le 93. Nous, on préfère Seine-Saint-Denis au 93. Ben oui, parce qu'on évidemment. Parce qu'on s'aime, en fait. Et ben, j'espère bien que vous vous aimez. Ah ouais, on adore la Seine-Saint-Denis et on va en parler évidemment aujourd'hui. J'accueille également Sophie Bénédictet. Bonjour. Vous êtes par Skype. Bonjour. Vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien. Formidable. Vous êtes secrétaire général du SNES-FSU, qui est le syndicat national des enseignants du second degré. Alors, on parlait de pénurie de profs, c'est évidemment la question du jour. Cette pénurie, ça fait un moment qu'on en parle. Elle ne date pas ni d'hier, ni de cette fameuse pandémie. Dernièrement, une tribune dans Libération alertait sur le manque criant d'enseignants dans un collège en Seine-Saint-Denis. Parmi d'autres, certes, mais parlons-en justement de ce fameux collège. Alix Rivière, vous qui êtes porte-parole justement de la FCPE en Seine-Saint-Denis, pourquoi avoir alerté précisément sur ce collège-là ? Ce collège est vraiment intéressant parce qu'il est hors zone d'éducation prioritaire. Donc vous êtes sur un équilibrage de CSP, c'est-à-dire des couches socio-professionnelles, plutôt pas mal il y a 8 ans. C'est-à-dire qu'on était à 60% de CSP plutôt favorisés et 40% de CSP moins favorisés. Donc c'est tout l'intérêt de l'étude de ce collège, c'est que on n'est pas dans une dimension cas sociale, vous voyez, pour vraiment aller au fond des choses. Oui, si on est dans les clichés, en fait, donc on imagine, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement et qui pensent que les REP, ce sont effectivement ce qu'on appelle un cas social, ça ne l'est pas du tout, évidemment, mais bon, c'est toujours un cliché qui est véhiculé, malheureusement. Absolument, non, mais c'était pour dépasser ce cliché dans un premier temps. Et le sujet d'étude est intéressant parce que vous avez un parent qui est, alors il a la chance d'être mathématicien, je pense que ça aide pour faire ce genre d'études. Il a vraiment compilé pendant 8 ans le sujet de façon extrêmement exhaustive, extrêmement précise. Donc les données qu'il vous a livrées dans la tribune chez vos confrères de Libération sont extrêmement précises, documentées et ne sont pas contestables. Et encore, on est plutôt sur une hypothèse basse du sujet qui est réellement problématique. Parce que tout le monde sait que les enfants doivent être dans une constance pour arriver à progresser, en particulier sur les apprentissages. Dès lors que vous faites une scolarité à trous avec des enseignements qui n'existent pas, en particulier sur les mathématiques, alors il y a un lien de cause à effet avec notre baisse aussi en mathématiques, c'est que la mathématique, c'est vraiment la matière par excellence de la répétition pour pouvoir arriver à vraiment être dans des automatismes comme n'importe quel geste professionnel. Vous-même, vous avez vos notes, vous savez exactement comment vous les placer. Ça a l'air de rien, mais c'est un geste professionnel qui est important pour vous parce que ça vous permet de vous caler, de vous repérer. Et bien de la même manière, les élèves sont confrontés à quelque chose de déstructurant tout au long de leur scolarité. Et ça commence dès la maternelle, malheureusement, en Seine-Saint-Denis. Parce qu'on a une politique éducative qui a été menée au cours des... je dirais depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a été extrêmement destructrice en fait de professeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi au départ ? Qu'est-ce qui a fait que les profs tout d'un coup la rupture du dialogue ? Non, la rupture réelle. Réellement, c'est le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 80 000 postes supprimés, avec une démographie qu'on savait en augmentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime des postes, donc ça veut dire forcément des classes beaucoup plus surchargées. Ça veut dire aussi pas de professeurs, comme c'est le cas. Et alors, à cela, c'est ajouter une politique que nous, on considère comme absolument désastreuse, qui est la réforme du baccalauréat. Puisque c'est une réforme qui est ultra consommatrice de professeurs, y compris avec des professeurs sur des disciplines qui ne sont même pas enseignées aujourd'hui sur l'agrégation, type l'enseignement numérique. Donc, on est tombé dans le paradoxe d'avoir une réforme qui exigeait encore plus d'humains, alors que nous en avions encore moins. C'est ce que vous constatez de votre côté aussi, Sophie Vénétité ? Oui, effectivement, on constate que des établissements, des classes où il manque des enseignants, on en a partout. On n'en a pas qu'en Seine-Saint-Denis, on en a en milieu rural, en milieu urbain, en région parisienne, dans l'Académie de Toulouse, dans toutes les académies, on fait ce constat. Et surtout, ce qu'on voit, c'est l'aggravation de ce phénomène, puisque on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'absences non remplacées qui durent. Il n'est pas rare désormais qu'on nous dise que telle ou telle classe n'a pas eu cours d'espagnol ou de technologie pendant plusieurs mois. J'ai encore un exemple récent de collègue qui a vu son fils ne pas avoir cours d'espagnol en 5e depuis le début de l'année. Donc on est sur un phénomène structurel, sur un phénomène qui dure, un phénomène dont on connaît très bien les causes. On n'a pas suffisamment recruté et surtout il n'y a pas eu cette politique volontariste pour mieux payer les enseignants et donc pour attirer du monde vers le métier d'enseignant. Et aujourd'hui on est en train d'en payer le prix très fort. On n'est pas loin du point critique en matière de recrutement dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des élèves qui n'ont pas cours pendant des semaines, qui n'ont pas cours pendant des mois, et c'est un phénomène qui est en train de s'aggraver. Donc aujourd'hui, il y a vraiment urgence, d'une part, à prendre la mesure de ce phénomène, et ensuite à y remédier de manière très urgente.
Mais alors pourquoi il y a eu ces fameuses réformes qui ont demandé finalement, qui ont poussé à la suppression du nombre de postes d'enseignants, alors qu'on savait pertinemment qu'effectivement la population était grandissante et que de toute façon on serait face à justement cette demande quelques années plus tard? C'est quoi l'idée? Moi, j'oserais dire que c'est un cynisme politique, réellement. Mais je suis sans aucune forme de complotisme. Enfin, il n'y a pas de suggestion de cela. La démographie est une science plutôt exacte. Donc, et en plus, durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une continuité sur la suppression des postes. C'est ça qu'on ne s'explique pas. Alors, il y a beaucoup de mesures vitrines, mais qui ne sont pas, qui ne font rien pour ce problème structurel d'attractivité, qui ne concerne pas que les enseignants, parce que c'est tout le système scolaire qui est touché par le manque d'attractivité. C'est-à-dire qu'on a un problème sur les infirmières, les assistantes sociales, les gestionnaires. Ça a l'air de rien, mais ce sont des personnels qui, en fait, sont des rouages invisibles de la machine qui permettent réellement que les professeurs fonctionnent bien et les autres personnels, leurs collègues également, et surtout au bénéfice des élèves. Ben oui, et puis ça n'a pas l'air de rien du tout, déjà, dans le monde de l'éducation et partout. On l'a dit encore hier, les infirmiers, les ouvriers, les agriculteurs et évidemment les enseignants, les éducateurs, tous ceux qui font la force d'un pays. Donc c'est un vrai problème structurel qu'on le voit dans notre pays. Vous parliez toutes les deux, effectivement, de, si je puis dire, territoire oublié. C'est repris, évidemment, une citation, mais territoire oublié de la République. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est vraiment un lien entre pénurie de profs et situation géographique, en l'occurrence Seine-Saint-Denis, ou est-ce qu'on le voit systématiquement partout et c'est une situation structurelle où vraiment il y a un désamour finalement de ce métier de professeur? Sophie Bénédité. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène structurel qui touche toutes les académies, qui touche les collèges comme les lycées. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on manque d'enseignants dans ce pays parce qu'il y a eu des suppressions d'emplois et qu'on ne se donne pas les moyens d'en recruter. C'est vrai que très vite, on a vu les effets. Très tôt, on a vu les effets, notamment dans les territoires les plus défavorisés. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un constat qu'on fait dans tous les types d'établissements. Avec aujourd'hui aussi ce constat, c'est que dans un système, dans un service public d'éducation, on dit qu'il y a une égalité de tous les élèves devant l'école. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des élèves qui perdent des semaines et des mois d'heures de cours parce que l'État n'est pas en mesure d'assurer la continuité du service public. Elle est là la réalité aujourd'hui. Alors, il y a des choix politiques qui ont été faits. Moi, je ne suis pas la porte-parole de Jean-Michel Blanquer, loin de là, donc je ne vais pas expliquer pourquoi il a fait ces choix-là. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en 5 ans, il a supprimé 7900 emplois d'enseignants dans les collèges et les lycées, alors même qu'on accueillait plus d'élèves. Et on savait très bien que ces élèves, ils allaient arriver en collège et en lycée. Dire qu'ils ne sont pas sortis du chapeau. C'est des élèves qui étaient auparavant à l'école primaire, à l'école maternelle. Ils ne sont pas arrivés comme ça tout d'un coup et on ne s'est pas dit tiens, on va avoir plus d'élèves en collège et en lycée. On sait très bien qu'on allait avoir une augmentation du nombre d'élèves. Le résultat, ça a été la suppression de 7900 suppressions d'emplois. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on avait supprimé des centaines de collèges, c'est comme si on avait rayé de la carte des centaines de collèges, alors même que le nombre d'élèves augmentait. Donc il y a des choix politiques qui ont été faits. Charge à ceux qui les ont faits de les justifier, mais aujourd'hui c'est bien un phénomène structurel qui concerne l'ensemble du pays. Si qu'on comprenne bien, qui s'occupe de remplacer les profs absents? C'est-à-dire que si l'absence est de moins de 15 jours, ce que j'ai noté, c'est l'établissement qui doit trouver une solution. Si c'est plus de 15 jours, c'est le rectorat. C'est bien ça? Ça se passe comment dans les faits? Alors, dans les faits, on est sur quelque chose qui ne s'appuie sur aucune légalité. C'est-à-dire que ce remplacement de 15 jours, je ne parle pas du remplacement en interne, mais sur le fait de demander un remplaçant 15 jours après le début de l'absence d'un professeur. Et le remplacement en interne dont il est question, Jamal Najim le dit lui-même dans sa tribune, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au-delà de 15%. Donc vous voyez bien que c'est bien, c'est très bien et vraiment nous on est toujours très touchés quand les professeurs font ce type de remplacement interne parce qu'on sait ce que ça leur coûte aussi. Mais ça ne suffit pas. Et puis c'est épisodique, c'est pas du tout structuré. C'est ça, exactement, c'est pas structuré. Et d'autant plus qu'avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe, effectivement, on voit bien que les profs sont complètement exsangues, ils en ont ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol général. Mickaël, vous voulez intervenir? Oui, il y a deux choses, parce qu'en fait, je vous entends parler effectivement de manque d'attractivité du métier de prof, et puis il y a ces suppressions de postes. Mais ce sont deux choses différentes, parce que s'il existe aujourd'hui un manque d'attractivité, ça veut dire aussi qu'il y a des postes à pourvoir.
Oui, bien sûr, mais là, je pense qu'il faut laisser les syndicats enseignants répondre précisément sur ce sujet pour avoir le détail de la pénibilité ou pas de leur métier. Et je veux dire, moi, je reste simplement sur le chiffre de... Il y a 30 ans, un enseignant gagnait 2 SMIC. Aujourd'hui, il en gagne moins de 1,2 de mémoire. Je préférerais que Sophie réponde à ma place, mais enfin, on comprend bien ce que je viens de dire, que s'il y a quand même un problème. Sophie Vénétité, vous voulez répondre à Mickaël ? Oui, alors il y a effectivement ce phénomène de manque de remplaçants. Vous le disiez, il y a les absences de moins de 15 jours qui aujourd'hui ne sont pas remplacées. Enfin, c'est la politique dans les collèges et les lycées. On ne cherche pas, les rectorats ne cherchent pas de remplaçants pour les absences de moins de 15 jours. Et au-delà de 15 jours, les rectorats doivent essayer de trouver des remplaçants, mais on n'en a pas suffisamment, à tel point que des absences qui sont prévisibles, typiquement un congé maternité, aujourd'hui, un rectorat qui est prévenu d'un congé maternité n'est pas systématiquement en mesure de trouver un remplaçant. Tout simplement parce que ces professeurs remplaçants, en fait, on n'en a plus parce qu'il y a un grand nombre de postes qui ont été supprimés, à commencer par des postes de remplaçants. Et à côté de ça, vous avez toute la question de l'attractivité de notre métier, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'on recrute. Non, on n'arrive pas à recruter. Il y a de moins en moins de personnes qui se présentent au concours. Et si vous voulez, les deux s'auto-entretiennent. C'est-à-dire que d'un côté, on a de moins en moins de monde qui se présentent au concours, donc on recrute de moins en moins de profs, et donc on a de moins en moins de personnes qui peuvent être prêtes à assurer les missions d'enseignants. Donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui face à des phénomènes qui s'accumulent, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est vraiment critique. Situation critique, d'autant plus qu'on parle du nombre, mais il faut parler aussi de la qualité des remplaçants. Car les professeurs, bon, évidemment, on les aime tous, mais certains ont plus le niveau que d'autres. Quand on voit qu'il y a eu quand même, pendant la crise, des petites annonces sur le Bon Coin pour trouver des profs remplaçants, enfin, certains sont certainement formidables, mais il se pose aussi cette question-là, à un moment. Comment trouver des remplaçants qui sont aussi à la hauteur de ce qu'on recherche ? C'est bien effectivement tout le problème, et c'est vrai que vous évoquiez la question du Bon Coin. Moi j'ai le souvenir, il y a quelques années, c'était en 2016, le rectorat de Versailles avait sollicité les ambassades hispanophones pour recruter des professeurs d'espagnol. Voilà où on en était, c'était en 2016, donc c'était quand même déjà le début un peu de cette crise du remplacement. Et c'est vrai que là finalement les rectorats se retrouvent à passer des petites annonces, se retrouvent à organiser aussi des sessions quasiment de speed dating, c'est ce qui s'est fait dans l'académie de Toulouse. Le rectorat a organisé une opération de speed dating pour recruter quasiment sur un coin de table quelques collègues qui pourraient ensuite assurer des remplacements. Donc voilà où on en est, c'est du bricolage, c'est du système D. L'éducation nationale est certainement devenue la plus grande enseigne de bricolage de ce pays, et c'est vrai qu'il s'agit avant tout pour l'administration d'afficher le fait qu'il y a un professeur devant chaque élève. Maintenant, nos collègues qui sont recrutés comme ça, il faut aussi voir comment est-ce qu'ils sont malmenés, parce que bien souvent on leur dit écoutez, demain vous allez prendre telle classe, l'administration ne leur donne même pas, on leur donne très peu de formation, donc c'est aussi très violent pour eux, à tel point que certains qui sont recrutés dans ce cadre-là finissent par dire au bout de quelques jours ou quelques semaines, nous puisque c'est comme ça on arrête. Donc finalement tout le monde est perdant, et la solution sur cette question du remplacement, ça serait vraiment de recruter davantage et d'avoir ce qu'on appelle un ensemble de professeurs remplaçants. Ça existe, le fait d'être professeur remplaçant, et quand on est dans cette situation-là, en fait on attend que le rectorat nous appelle pour des remplacements de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, et moi je sais, j'ai été professeur remplaçante en début de carrière, donc je sais très bien comment ça fonctionne, mais c'est bien des professeurs qui ont eu le concours, qui ont été recrutés par concours, qui ont été formés à l'issue du concours et qui sont remplaçants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les a plus, ces enseignants-là, parce que les postes de remplaçants sur lesquels ils étaient ont été supprimés. On pourrait imaginer aussi prendre des étudiants sur liste complémentaire au concours ? Alors, c'est une possibilité. C'était d'ailleurs une des pistes qui avait été ouverte par Jean-Michel Blanquer suite à la grève du 13 janvier pour les remplaçants à l'école primaire, en ouvrant les listes complémentaires. Ça, c'est une piste qu'il faut travailler. En tout cas, nous, on l'a demandé aussi pour les collèges et les lycées, parce que quand on ouvre les listes complémentaires, ça veut dire qu'on recrute sur la base du concours, qu'on va former ces collègues-là. Et c'est très important, la question de la formation et de la préparation. On ne s'improvise pas enseignant. C'est un métier qui ne s'improvise pas, c'est un métier qui s'apprend. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on demande. Malheureusement, sur ce point-là, comme sur bien d'autres, le ministre n'a pas été très à l'écoute, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment on recrute un prof ? Vous savez comment on recrute un prof ? Oui, Alex Rivière ? Moi, de ce que j'en sais, c'est que c'est les inspections les doyens, toutes les inspections par matière qui cherchent à recruter, qui mènent les entretiens d'embauche.
Et toute la procédure que je viens de vous décrire, en général, nous parents, on sait que c'est à peu près au minimum 3 semaines. C'est ça, 3 semaines. Voilà. Un chef d'établissement a une attitude pour recruter un prof, Sophie Vénétité? Aujourd'hui, non. Alors, il faut savoir que quand même le recrutement des enseignants, ça se fait essentiellement et d'abord par concours. C'est quand même ça qui permet de s'assurer, notamment à partir d'épreuves qui sont nationales et du regard du jury, c'est ça qui permet de s'assurer du recrutement. Ensuite, à la marge, on a de plus en plus de rectorats qui recrutent comme ça sur petites annonces diverses et variées. Et là, ça va même encore plus vite que ce qui était dit. Parfois, on a des sessions de recrutement qui durent 1 journée, 2 journées, et 3 jours après, on a des collègues qui se retrouvent devant une classe. Sauf que ça, aujourd'hui, on peut quand même se demander si c'est dans l'intérêt de notre service, de notre école, c'est dans l'intérêt des élèves, c'est dans l'intérêt des collègues. Parce que je vous dis, nous, des collègues qui ont été recrutés comme ça, qu'on met 24 heures après devant une classe et qui, au bout de la première journée, nous disent « mais moi, j'arrête ». On en a un certain nombre. Donc, donnons des perspectives à ceux qui veulent devenir enseignants. Il faut mieux les payer, leur dire qu'effectivement, ils vont entrer dans le métier d'enseignant après le concours en étant bien payés, en étant bien considérés, dans de bonnes conditions de travail. Et là, on s'attaquera vraiment à la question de la pénurie d'enseignants. Sophie Vénétité, c'est une des volontés justement d'Emmanuel Macron pour ce nouveau quinquennat de donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement, notamment pour le recrutement des professeurs. Vous en pensez quoi ? Alors, ça ne nous semble pas être la piste, ça ne semble pas être une bonne piste, parce que donner la main au chef d'établissement pour le recrutement, ça pose déjà quand même la question de la façon dont il va recruter. Je ne sais pas dans quelle mesure un chef d'établissement a des compétences aussi diverses et variées en technologie, espagnol, mathématiques, sciences physiques ou sciences économiques et sociales pour juger finalement de la capacité d'un enseignant à enseigner ces disciplines-là. Et puis après, ça pose aussi la question de qui il va recruter. Nous, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait ensuite une forme d'arbitraire dans le recrutement, alors qu'aujourd'hui, on devrait passer par un recrutement sur concours qui permet de s'assurer par des jurys indépendants que le niveau des enseignants est bien le bon et surtout qu'ils maîtrisent, et ça c'est très important, qu'ils maîtrisent la discipline dans laquelle ils enseignent. Moi, un principal ou un proviseur de collège qui est un ancien professeur de mathématiques, aujourd'hui, je pose très clairement la question de savoir comment est-ce qu'il est compétent pour recruter aujourd'hui un professeur d'espagnol. Alors justement, on voit les professeurs qui sont dans un drame total par rapport effectivement à l'envie de continuer d'exercer ce métier, le fait d'être mal payé, mais a priori, le président Emmanuel Macron, donc renouvelé récemment, dit qu'il va augmenter le salaire des profs, et tant mieux. On attend de voir si ça va se faire réellement. Comment réagissent les parents? Parce que typiquement, si on parle de cette tribune effectivement faite sur le collège en Seine-Saint-Denis, est-ce que les parents se sont rendus compte quand même du drame qu'il y avait dans l'enseignement et dans le recrutement des professeurs? Parce qu'au départ, j'imagine qu'ils pestaient, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les enfants étaient un peu dans l'attente. Et maintenant, ils se rendent bien compte qu'il y a un vrai problème statutaire? Mais nous, si vous voulez, le problème, c'est que les constats que vous avez, ils datent d'il y a 8 ans, les premiers. Donc, ça ne vous aura pas échappé que le quinquennat précédent... À aucune occasion, on a entendu parler, Jean-Michel Blanquer, de comment est-ce qu'on en est résoudre ce problème des remplacements. Ou alors si, avec des petites choses... Oui, des contractuels. Ouais. Des contractuels ou ce fameux Grenelle de l'éducation qui, en fait, est un accord syndical. Nous, quand on l'a regardé en tant que parents, on a des parents qui sont formés dont c'est le métier de regarder ce genre de choses et qui nous ont dit « mais c'est un accord syndical, ni plus ni moins ». Donc, il n'y a pas eu vraiment de changement à l'issue de cela. Et puis après, derrière, il y a tout un tas de choses. Quand vous tirez le fil, il y a tout un tas de choses technocratiques extrêmement complexes. Je vais vous donner un exemple. Dans le premier degré, donc pour les écoles maternelles et primaires, vous avez ce qu'on appelle les 4 quarts. Vous avez un enseignant qui fait un jour dans une école différente. Et en plus, en général, cette personne lui dit dans chaque école, comme tu n'es pas les autres jours de la semaine, tu vas faire la surveillance de la cour de récréation. Dans le second degré, donc en collège et en lycée, vous avez tout un système d'heures supplémentaires qui a été imposé pendant ces 5 ans, qui fait que ça saucissonne les temps de service des professeurs, ce qui fait qu'un professeur, c'est comme vous, si vous travaillez en même temps chez School TV, CNews et BFM, vous saucissonnez comme ça sur votre semaine. Alors c'est peut-être plus confortable et encore que, parce que là vous parlez de, par exemple, surveiller une récréation. C'est même pas d'enseigner les mathématiques dans un collège ou dans un autre. C'est de faire en plus des métiers qui n'ont rien à voir avec le sien. Oui, oui et non, mais si, parce que c'est dans le temps de service d'enseignant de faire de la surveillance de cours de récréation dans le premier degré. Donc, dans le premier degré, oui. Voilà, maternelle effectivement, et primaire. Mais voilà, vous voyez, il y a toutes ces petites choses. Et alors, quand les parents comprennent ce genre de choses, dire que
mais vous n'imaginez pas à quel point la désespérance face au cynisme politique se crée. Enfin, on le voit. Il y a un vrai problème de dialogue, en fait, finalement, entre l'État, le ministère de l'Éducation et puis le corps enseignant et finalement aussi... Il y a une insincérité, moi je dis comme... Je vais vous donner un exemple. Insincérité ? Oui, je vous donne un exemple concret. En général, en tant que journaliste, retenez bien cela parce que c'est important, c'est un facteur, enfin c'est un indicateur que nous donne souvent l'Éducation nationale, surtout dans les documents officiels, et qui est une véritable mascarade. Quand on parle de taux de remplacement, je vous donne un exemple. Si un professeur arrive le dernier jour de la veille de la fin de l'absence de son collègue précédent, eh bien il est considéré que le remplacement a eu lieu. Même si l'absence a duré 6 mois, voire plus. Oui, mascarade. Voilà. Donc, vous voyez, donc plus les parents comprennent, moins ils aiment réellement, et surtout ils voient bien que pendant ces 5 années, on ne s'est absolument pas attaqué au problème, si ce n'est de dire faites des remplacements internes, et alors qu'on est parfaitement au courant de ce qui se passe quand les remplacements internes existent. Écoutez, voilà, le vrai problème du remplacement des profs, de la considération qu'il faudrait avoir pour nos professeurs déjà. Voilà, un peu d'humilité par rapport à tout ça. Merci 1000 fois d'être venu sur ce plateau nous en parler. Alix Rivière, je rappelle que vous êtes porte-parole de la FCPE dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Et merci également à Sophie Vénétité d'avoir été avec nous pour tous ces échanges. Vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU, le syndicat national des enseignants du second degré. Merci à vous deux. Merci. Restez avec nous dans un instant, on parlera de phobie scolaire ou de comment la déceler et surtout comment y remédier. A tout de suite. De retour dans le grand JT d'éducation, nous sommes avec Virginie Landemaine. Bonjour. Ravie. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de l'ouvrage « Pourquoi je n'arrive pas à aller à l'école ». Vous pouvez nous montrer le livre, vous l'avez près de vous, qu'on le voit bien. Oui, je peux vous le montrer. Voilà, un livre qui a été fait en auto-édition, Une maman courageuse jusqu'au bout, un livre que vous avez écrit car vous avez découvert la phobie scolaire de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé ? Oui, donc j'ai découvert la phobie scolaire en même temps que j'ai découvert la phobie scolaire de ma fille. Parce que je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait en fait avant de la vivre personnellement. Et je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, très bien, je vous entends, je vous en prie. Vous m'entendez bien ? Oui, ça va, je vous entends. Allez-y. Ouais. Donc voilà, je l'ai découvert, je disais, l'univers de la phobie scolaire, en même temps que voilà, c'est déclenché la phobie scolaire de ma fille quand elle est rentrée au collège en 6e. C'était il y a près de 2 ans maintenant. Et pourquoi la 6e ? C'est-à-dire que tout se passait bien pendant les classes de primaire ? Il y avait jamais eu de signe avant-coureur, tout se passait bien. Alors pour préciser en fait le contexte, c'était une petite école rurale, voilà, avec une ambiance familiale, conviviale, où tout le monde se connaissait. Donc voilà, mis à part une lenteur d'exécution qu'on nous avait soulignée quand elle était en CP, et après on savait aussi que voilà, c'est une enfant qui est lente, enfin qui a besoin de prendre son temps, mais ça n'a jamais été handicapant en fait pour elle. Jusqu'à donc son arrivée en 6e, où là, disons qu'il y a eu un certain nombre de paramètres, de facteurs, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans une phobie scolaire, souvent, et c'est ce qui rend la chose difficile à identifier, c'est que c'est complexe parce que souvent multifactoriel. Et c'est pour ça que c'est souvent un long parcours du combattant, parce qu'il y a plusieurs paramètres en fait qui rentrent en jeu, et ce qui fait que c'est pas si simple que ça du tout en fait à repérer. Alors, à repérer, comment vous avez fait pour déceler ? C'est-à-dire que vous avez vu un comportement différent, anormal chez votre enfant ? Est-ce qu'elle vous la sentiez stressée ou parce que tout d'un coup, ses notes ont faibli ? Comment ça s'est manifesté au début ? Alors, le premier jour, donc, elle était ravie de sa rentrée. La première chose qu'elle a dite en rentrant le soir, c'était trop bien. Donc moi, je savais en fait, pour avoir consulté le site internet du collège la veille, qu'elle se retrouverait toute seule de son ancienne école dans sa classe. Donc je savais que ce ne serait pas forcément un point qui allait l'aider parce que voilà, c'est pas forcément une enfant extravertie qui va facilement vers les autres. Mais cela dit, son premier jour a été pour elle génial, en fait, c'était ses mots. Et puis les difficultés sont apparues au fur et à mesure. Elle s'est retrouvée en difficulté pour prendre ses cours, ses devoirs.
noter dans son agenda, se dépêcher d'aller au cours suivant, changer toutes les heures, trouver la salle. Voilà, en fait, il faut préciser aussi qu'elle s'est retrouvée donc propulsée dans le 2e plus grand établissement, enfin collège du département en termes d'effectifs. Donc, ce qui fait que ça faisait aussi une grosse transition par rapport aux 8 années passées dans ce petit cocon en milieu rural. Donc, tout ça a fait qu'au bout d'à peu près 2 mois, les premiers signes en fait sont apparus avec des maux de tête quasiment quotidiens. Et puis un stress qui allait grandissant et qu'on ne savait pas expliquer en fait. Donc le premier appel de la CPE pour signaler l'absence de ma fille. Donc évidemment, moi je n'avais pas de justification à lui fournir puisque j'étais moi-même sans explication. Et puis voilà, ça a été comme ça crescendo en fait jusqu'à la fin de l'année, décembre, où elle ratait régulièrement 2-3 jours par semaine. Comment s'appelle Donc on s'est penché sur des causes physiologiques en fait, parce que les maux de tête, voilà, on a pensé à plein de choses, on a aussi pensé au harcèlement, on a vraiment cherché, donc de concert avec la CPE d'ailleurs. Et puis en fait, voilà, c'est fin janvier, donc mon papa venait de décéder et c'est à partir de là où elle n'a plus été en capacité du tout d'y aller en fait. Comment s'appelle votre fille, Virginie? Comment s'appelle votre fille? Comment? Laïa. Et Laïa, est-ce qu'elle exprimait quelque chose? Est-ce qu'elle arrivait à mettre des mots sur ce qui se passait? Est-ce qu'elle vous disait non, je veux pas aller à l'école ou juste je me sens pas bien? Elle faisait le lien avec l'école ou pas? Elle exprimait pas comme ça, de cette façon, le fait qu'elle ne pouvait pas y aller. Souvent, ce qui se passe, c'est que chez les enfants qui vivent une phobie scolaire, ils savent pas ce qui leur arrive. C'est ça aussi qui est compliqué parce que c'est une vraie souffrance. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ça les dépasse complètement. C'est pas comme un rhume ou une angine. On sait ce qui se passe et on sait comment traiter. Là, en général, voilà, ils ne savent pas ce qui leur arrive, ça les dépasse complètement. Et voilà, ce qu'elle disait, en fait, c'était qu'elle ne savait pas, elle n'arrivait pas à aller à l'école, mais elle ne savait pas pourquoi. Et donc, en fait, ça les met face à leurs difficultés, c'est une vraie souffrance. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, ce que j'ai compris au fil de mes rencontres, les thérapeutes que j'ai rencontrés, c'est que la phobie scolaire, c'est un burn-out. C'est un symptôme, en fait, qui cache quelque chose. Et quand la phobie scolaire est installée au point où l'enfant ne peut plus du tout aller à l'école, c'est le burn-out et c'est une souffrance vraiment forte. Donc, et c'est pas du tout un caprice, parce que c'est le genre d'idée en fait qui continue de courir. C'est vraiment une incapacité physique d'y aller. La tête veut, mais le corps ne peut pas. Alix Rivière, vous qui êtes porte-parole de la FCPE, qui êtes constamment en relation avec les parents, justement, les familles, est-ce que vous avez vu beaucoup ce type de situation de phobie scolaire? Alors, tout d'abord, je félicite Virginie d'avoir écrit ce livre parce que c'est toujours intéressant entre pairs d'avoir des témoignages de cet ordre-là et ça nous permet aussi de comprendre ces mécanismes-là parce qu'on se sent seul. Et je crois qu'elle a très bien exprimé en fait ce qui est arrivé à Laïa, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie dépassée. On passe je serais curieuse de connaître l'effectif du collège dans lequel est arrivée oui, on sa voit, fille. Vous disiez, Virginie. Voilà, ça, je pense que voilà, et ça demande un accompagnement très fort d'un point de vue des adultes, à la fois sur la méthodologie, les enfants, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper. On est aujourd'hui à l'école. Quand vous dites sur les personnels éducatifs, les enseignants. On est sur une situation similaire à ce qu'on connaît à l'hôpital. Tout le monde sait quand on passe aux urgences que c'est pas agréable. Et cette notion de maltraitance, en Seine-Saint-Denis, on a fait deux exemplaires des assises de l'éducation. Et les 2 fois, les parents nous ont dit une chose, l'école est maltraitante pour nos enfants, des toilettes à la maternelle jusqu'à Parcoursup. Voilà ce qu'il en est ressorti. Et maltraitante? C'est les mots qui ont été exprimés. Wow. Ça en dit long quand même. Oui, bien sûr, mais ça s'exprime. Alors bon, heureusement, là, il n'a pas eu à subir des situations de harcèlement. En général, les phobies scolaires sont plutôt liées à ce genre de choses. Mais ce que Virginie décrit, c'est-à-dire les maux de tête de la ptiote, avec une entrée en 6e, c'est-à-dire ce côté, on est super content, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses et tout, et puis d'un coup, on a les yeux plus gros que le ventre, et on est dépassé. Et là clairement, c'est une problématique d'accompagnement de l'élève de façon individuelle et collective. Alors, vous disiez, Virginie, que justement, vous étiez en relation avec l'établissement en question, qu'ils vous aidaient aussi à essayer de comprendre ce qui se passait, à faire un diagnostic, si je puis dire, sur l'état de votre fille. Est-ce que vous avez été voir tout de suite un médecin? Est-ce que vous en avez parlé? Parce que vous me dites, oui, on peut penser que c'est un cliché, comme ça, c'est un petit caprice. C'est ce que vous avez entendu aussi autour de vous?
Alors, moi, la première, moi et son papa, au début, donc on est un peu passé par toutes les émotions, par toutes les interrogations, et forcément, à un moment, on se demande, est-ce que tu n'en fais pas un peu trop? Est-ce que ce serait pas un peu capricieux? Et oui, on vous Donc, ça comprend. dure pas longtemps, parce qu'évidemment, quand on voit son enfant qui est stressé à ce point, on comprend que ça n'a rien à voir avec un caprice. Mais forcément, enfin, je comprends que certains professionnels de l'enseignement peuvent avoir encore ce regard sur la phobie scolaire aujourd'hui. Mais c'est vraiment important de savoir que ça n'a rien à voir avec un caprice et que c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'enfant. Je voulais préciser aussi, en fait, ce que j'ai découvert au cours de ma démarche, c'est que dans 80% des cas de jeunes concernés par la phobie scolaire, on trouve un profil cognitif dit atypique. Oui. D'accord. C'est-à-dire à des enfants qui ont un problème, une particularité 10, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Ça peut être aussi troubles de l'attention, hypersensibilité, HPI, et même des traits autistiques, voilà, par exemple. Donc, évidemment, en plus, ce qui complexifie encore plus les choses, c'est quand il y a un effet cocktail. Mais voilà, en fait, c'est quelque chose qui est important à souligner aussi, cette particularité. Et moi, ça m'interroge, parce que je me demande pourquoi aujourd'hui, il y a 20 ans, il y avait forcément des enfants avec ces profils, ces façons de fonctionner dites atypiques. En fait, donc ça interroge sur la question de la normalité. Quelle est la normalité aujourd'hui du cadre? Est-ce que le cadre est adapté? Moi, je ne pense pas que ce sont ces enfants qui ne sont pas adaptés. Moi, à l'inverse, je vois plutôt en fait, que le cadre n'est plus suffisamment adapté aujourd'hui. Oui, et puis il y a un manque cruel, c'est ce que disait aussi Alix Rivière, de personnel aussi pour pouvoir être présent et pour pouvoir répondre et pour pouvoir déceler aussi ces problèmes-là, ces problèmes de 10. Mais il y a quelque chose d'un peu flou. Enfin, c'est intéressant ce que dit Virginie parce qu'il y a quelque chose de très flou sur cette frontière justement du neuroatypisme par rapport au neurotypique. C'est-à-dire que pour faire simple, ces fonctions cognitives qui peuvent ralentir l'apprentissage des savoirs dits académiques, parce que c'est de ça dont on parle en fait. Oui, ou alors gérer le stress, gérer les émotions aussi. C'est pas que... Oui, c'est lié... Enfin, après, on ne sait plus où est la poule de l'œuf, mais oui, effectivement, on est là-dessus. Mais il n'y a pas... C'est très compliqué. Aujourd'hui, l'institution reconnaît la chose. Alors, vous avez des plans d'accompagnement personnalisés, ce tas de choses. Mais dans les faits, on n'arrive pas vraiment à faire évoluer la situation pour que les cours soient un petit peu différents. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'enfant est bien conscient aussi de ce désarroi des adultes face à lui, et ça ne l'aide pas. Alors, j'imagine que vous avez vu, Virginie, c'est la dernière question, malheureusement, parce que le temps court, mais j'imagine que vous avez vu donc, médecin, psychologue, et que pour vous, ce moment où vous avez écrit votre livre, ça a été une libération aussi pour vous, et aussi pour votre fille, qu'elle se sente épaulée par ses parents, écoutée, et qu'enfin, elle puisse reprendre une scolarité normale. Oui, donc rapidement, on a consulté un médecin généraliste pour éliminer justement les causes physiologiques, des spécialistes aussi. Donc nous, on a fait le choix de l'hypnothérapie. La psychothérapie classique ne fonctionnant pas. Voilà. Pour ce qui est de retourner à la scolarité dite normale, aujourd'hui, en fait, cette année, ça se passe au CNED parce que son année de 5e a bien commencé, mais la phobie scolaire est revenue. Oui. Donc, la rentrée de 4e, là, on est en train de déposer un dossier pour un établissement qui serait génial, en fait, pour elle, parfaitement adapté. Et voilà, c'est un établissement qui a fait le choix, en fait, au fil des années, d'accueillir les enfants qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les établissements classiques. Oui, et puis peut-être plus petit, effectivement, à l'échelle humaine, donc elles se sentent moins, effectivement, oppressées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie Landemaine. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Pourquoi j'arrive pas à aller à l'école », que vous avez fait en auto-édition. Bravo, merci de ce combat pour elle, pour vous et pour tous ceux qui nous regardent et qui peuvent évidemment connaître ça au sein de leur famille. Alix Rivière, merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi pour discuter de cette phobie scolaire qui... est malheureusement fréquente. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la CPE en Seine-Saint-Denis. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt pour parler de ce problème, en espérant qu'on trouve des solutions ici, sur le plateau du Grand JT, qu'on réfléchisse sans cesse à améliorer le quotidien de l'éducation et de nos enfants. Merci à vous deux. C'est l'heure de la chronique de Mickaël Dorian, ça tombe bien, il est là. Parfait. Alors,
cher Mickaël, vous nous emmenez au Pakistan pour nous parler d'une jeune fille devenue le symbole international de la lutte pour l'éducation des filles. On la connaît. Il s'agit de Malala Yousafzai. Elle n'a que 15 ans lorsque le monde la découvre en 2012 suite à une attaque. La raison de cette attaque, c'est son opposition aux restrictions imposées par les talibans concernant l'éducation des filles dans son pays, le Pakistan. Mais revenons encore quelques années en arrière, 3 ans en arrière, c'est-à-dire en 2009. Vous avez remarqué, comme je compte bien, Virginie, Malala commence à écrire un blog sous un pseudonyme sur l'intensification des activités militaires dans sa ville et sur ses craintes de voir des attaques au sein de son école. Elle apparaît plus tard à la télévision dans un documentaire de la BBC pour témoigner de la fermeture, cette fois de son école par les talibans. Et puis très vite, son identité est révélée. Et c'est là où tout commence, en fait, où ça commence à devenir dangereux pour elle. C'est ça. Oui, car c'est là où elle commence à être célèbre dans son pays. Malala suscite énormément d'admiration par son courage, et on le comprend. Une popularité qui dérange forcément au sein des mouvements extrémistes. Le 9 octobre 2012, alors qu'elle rentre de l'école, dans son bus scolaire, un homme armé arrête le véhicule, monte à bord et demande qui est Malala. Il fait ensuite feu sur elle. Malala est une miraculée, il faut le dire. Si plusieurs balles sont retirées de son crâne et de son cou, elle s'en sort après une longue convalescence. L'attentat a déclenché une vague d'indignation au Pakistan. Les modérés affichent publiquement leur dégoût et leur désapprobation devant un tel geste, mais les talibans promettent toujours de l'assassiner si elle survit. Et c'est une vague d'indignation évidemment dans le monde entier. Oui, cette attaque conduit bien sûr à la médiatisation de Malala dans le monde. En 2014, alors âgée de 17 ans, la jeune fille obtient le prix Nobel de la paix et devient alors la plus jeune prix Nobel de l'histoire. Et en 2017, elle est nommée aux Nations Unies pour devenir la plus jeune messagère de la paix. La même année, elle rentre à Oxford et elle en sort diplômée en 2020. Oui, elle a un parcours absolument extraordinaire. Elle fait bouger les lignes, surtout aujourd'hui alors. Oui, aujourd'hui, Malala Yousafzai fait partie, selon le Time Magazine, des 100 personnalités les plus influentes au monde. On ne compte plus le nombre de stars ou de politiques qui la soutiennent, comme ici avec Angelina Jolie. C'est le cas aussi de Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. Elle s'intéresse de près au combat mené par Malala sur la scolarisation des filles dans le monde. Le FMI a d'ailleurs commandé dernièrement une étude passionnante sur le sujet dont les résultats ont été publiés la semaine dernière. On y apprend qu'il y aurait un lien direct entre l'éducation des filles et la croissance économique du pays, plus précisément avec son PIB, son produit intérieur brut. Quel est ce lien ? Alors, ce lien, il a été calculé, c'est très simple. Si les femmes avaient le même accès au marché du travail que les hommes, le PIB des États-Unis serait supérieur de 5%, celui du Japon de 9%, celui de l'Inde de 27%, celui de l'Égypte de 34%. Et bien sûr, pour que les femmes aient le même accès au marché du travail que les hommes, il faut déjà que les femmes aient accès à la même éducation que les hommes. C'est là où tout commence, on en parle régulièrement sur ce plateau, Virginie. Alors l'explication est simple également. L'instruction des filles permet d'accroître leur potentiel de revenus personnels et de réduire donc la pauvreté dans leur communauté. Et autre rapport sur le suivi de l'éducation qui indique par exemple qu'au Pakistan, une femme qui possède une bonne connaissance de la lecture et de l'écriture gagne 95% de plus que les femmes dont l'aptitude à lire et à écrire est faible. À titre comparatif, le différentiel n'est que de 37% chez les hommes. Je rappelle que c'est une étude commandée par le Fonds monétaire international, le FMI. Oui. Éducation, égalité, ok, il reste quand même beaucoup de travail pour Malala, on le sait. Oh oui, et je terminerai cette chronique par 2 chiffres, Virginie. Le premier, 130 millions, c'est le nombre de filles non scolarisées dans le monde. Un chiffre, attention, qui date d'avant la pandémie de Covid-19. On sait qu'il a augmenté depuis avec la crise sanitaire qui touche encore certaines parties du monde et surtout les conflits, la guerre en Ukraine, sans parler bien sûr de l'Afghanistan avec le retour des talibans. Ce sujet est donc malheureusement plus que jamais d'actualité. Et le deuxième chiffre ? Deuxième chiffre, c'est 243 justement. 243 jours, ça fait 243 jours que les jeunes filles sont injustement privées d'école en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Ben voilà, donc je suis sans voix. Ouais. C'est bien simple, voilà. Merci beaucoup, merci Mickaël. C'est l'heure de Souvenir d'écolier. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Sandra Lou. Tu parlais de ta maman tout à l'heure. Oui.
quel parent, donc elle était assez, enfin elle voulait que tu sois parfaite. Ton papa, quel rôle avaient tes parents dans Mes parents étaient divorcés, mais ma mère s'est vachement occupée de moi là-dessus, tu vois. Et alors c'était quelqu'un qui voulait que je réussisse, ça c'est sûr. Elle voulait que je m'en sorte bien, elle me poussait dans les études. Tu étais enfant unique ? Non, j'ai une petite sœur aussi qui a 4 ans de moins que moi, mais qu'elle était dyslexique, donc beaucoup plus de problèmes, tu vois. Et j'ai vu la différence entre la facilité de quelqu'un qui retient bien les choses, parce que j'ai une très bonne mémoire. Donc je retenais vraiment beaucoup les choses, et je voyais que ma sœur galérait, tu vois. Et ça aussi, c'était, c'est cool de le vivre, mais au moins tu sais que dans la vie des enfants, tout ne se passe pas forcément, même quand tu as 2 enfants et que c'est tes enfants à toi, tu peux pas forcément avoir un enfant qui va cartonner d'un côté et l'autre qui va faire exactement la même chose. 2 personnalités différentes, 2 façons d'apprendre, etc. différentes. Et moi, ma mère a été quelqu'un qui voulait qu'on fasse le meilleur, qu'on soit dans le meilleur, mais qui nous imposait pas d'être l'élite. Donc moi, si je me plantais, c'est pas grave. Tu vois, j'avais le droit d'avoir des 4 en maths. Assez plus tard, parce que oui. On va dire que toute l'école primaire, en tout cas, tu étais numéro 2. Ah ouais, très bonne élève. Et du coup, ton papa était moins présent ? Ouais, mes parents, ils sont divorcés, j'avais 1 an. Mon père vivait en Belgique. Toi, tu as grandi dans le nord de la France ? Dans le nord de la France, exactement. Moi, je suis de Calais. Et non, mon père, je ne l'ai pas beaucoup connu, ce qui fait qu'il n'a pas suivi vraiment ma scolarité, un peu de loin. Il savait que j'étais bonne élève et je pense que ça devait lui faire plaisir. Mais vraiment, celle qui était à la maison et qui faisait les devoirs avec moi, c'était ma mère. En plus, tu faisais les devoirs avec ta maman ? T'as l'impression que ton papa, il t'a manqué dans cette scolarité ? Oui, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un père qui soit présent à un moment donné, même pour recadrer quand il faut. Et puis, c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais moi, je me souviens que quand j'ai commencé à galérer en maths, ma mère a été obligée de me prendre un prof de maths à la maison qui venait me faire des cours particuliers, parce que normalement, c'est le papa qui est là et qui dit « Ouais, mais t'inquiète pas, je vais gérer les maths avec la petite » ou je sais pas. Bon, comme là, il n'y en avait pas, elle ne pouvait pas le faire, parce qu'elle n'était pas visiblement très bonne en maths. Donc on est passé par la case cours à la maison, quoi. Mais ça, c'est plutôt agréable. Ouais, mais j'ai pas gardé un bon souvenir du prof. C'est le prof qui n'était pas sympathique ? Ah putain, pardon, mais non, c'était pas possible. Il était très chiant. Il faisait partie de ces clichés du prof de maths, presque comme celui de SVT, tu sais, un peu vieux, qui pue un peu du bec, tu vois, ce genre de choses. J'ai pas aimé. Tu pues du bec, donc. Je me souviens pas de son nom, désolée. Parce que moi, j'avais eu une prof de maths, j'avais bien aimé. C'est vrai, elle était sympa. Tu vois, comme quoi, ça dépend. Un souvenir d'écolière précis. Triste, drôle, ou même clé. Tellement appel au souvenir. Alors, on est plutôt sur la primaire toujours, ou est-ce qu'on peut... Non, toute la scolarité. Alors, la scolarité, collège, dans ces cas-là, j'ai un bon souvenir du collège, justement. J'étais dans une zone ZUP, en fait, à cette époque-là. Donc, tu sais, tu avais un peu de tout, la mixité était bien présente. Et moi, je rappelle que j'étais donc la petite fille modèle qui n'avait pas de jean. Donc, j'ai eu de gros soucis avec ça, notamment avec certains élèves qui s'amusaient, quand on était dans les rangs, à abaisser ma jupe devant tout le monde. Et je me retrouvais très régulièrement le cul à l'air, clairement, avec mon collant. Et donc, forcément, quand tu as 14 ans et que tu essayes de trouver ton identité, c'est compliqué. Donc, en fait, pendant 1 an, je me suis laissée faire parce que pas beaucoup de tempérament à ce moment-là. Et puis un jour, on n'a pas compris pourquoi, je me suis retrouvée chez le proviseur parce que je me suis battue dans la cour à coups de poing avec le mec qui faisait ça tout le temps. C'est-à-dire que je l'ai vu arriver, j'ai vu qu'il allait tirer ma jupe vers le bas et je me suis jetée sur lui parce que je le dépassais de quasiment 2 têtes. Tu sais bien que quand tu commences à grandir à l'adolescence, les filles, nous, on est des espèces de tiges et lui était resté très petit. Et je me suis battue pour la première fois de ma vie et avec un garçon... En 4e. Et t'as gagné. J'ai gagné, mais c'est surtout que derrière ça, tu sais ce que j'ai gagné ? Le respect. Derrière, avec une bagarre, belle leçon, tiens. Ah mais moi, on m'a plus jamais emmerdée, c'était génial. Battez-vous. Non, mais j'ai mis des jeans après, t'as bien compris. Non mais j'ai pu être respectée, et si tu veux, à partir de ce moment, moi dans ma tête, ça a déclenché quand même des choses. C'était, mais j'ai le droit, en fait, à un moment donné, de dire stop. Donc, rappelons-le aux femmes, on a le droit de dire stop quand c'est pas normal, voilà. Donc après cette bagarre, tu as porté des jeans. J'ai porté des jeans tout le temps. Ça a été un argument ? Oui, notamment. Mais ma mère l'a compris par la suite. Elle ne se rendait pas compte, en fait, que c'était le côté petite fille modèle, tu sais, la petite jupe plissée, comme je te disais, avec le chemisier blanc. Non. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Sandra Lou, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci à Sandra et merci aussi à Malika et à demain surtout. C'est l'heure du ZAP, le meilleur de School TV, c'est maintenant. Oui.
quelle est la place du grand discours aujourd'hui, où maintenant ce qui est viral, ça va être un tweet ou une photo sur Instagram, ou sur un certain nombre de plateaux, on passe plus de temps à s'invectiver qu'à s'écouter. Pour un grand discours, il faut quand même un tout petit espace pour la parole. Il reste de la place ? Alors, il reste de la place pour des grands discours, oui. Mais encore faut-il qu'il y ait des grands discours. C'est ce que des grands discoureurs et des grandes discoureuses, c'est ça ? C'est ça, c'est ce que vous dites. Bon, là, on est dans cette période en plus électorale, donc on est plus dans la catégorie des discours où on s'invective. Et donc, pour nous, ce ne sont pas forcément ces discours qui sont porteurs d'un élan ou d'un espoir. Il y a de la place pour ces grands discours. Ce qui est intéressant, c'est que ça devient viral, donc ça va vite. Et donc, qu'est-ce qui est un grand discours dans la masse ? Il nous a semblé que certains de ces discours l'étaient plus que d'autres. On s'était posé la question avec Jean Bulot, est-ce qu'un discours qui serait uniquement utilisé sur les réseaux sociaux serait un discours ? Là, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la perle. Comment est-ce qu'on entraîne à la fois le corps et l'esprit à être prêt à réviser, à étudier ? Alors, la question est très intéressante. Nous, on fait beaucoup ce parallèle entre les sportifs et l'élève qui rentre en classe. Quand on connaît un échec ou qu'on fait une bêtise sur un terrain, c'est comme une mauvaise note, il faut rebondir. Donc, on fait parler des sportifs sur ces sujets. La préparation mentale, nous, on y croit beaucoup. Beaucoup de collèges, de lycées le mettent en place. On a des jeunes aujourd'hui qui sont stressés. On a beaucoup parler de payer des cours de psy, des psys aux jeunes. Je dis pas que je suis contre, je dis juste que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avant. Il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça, et il y a même des choses au-delà de ça, je pense, à faire pour se sentir bien. C'est important d'être solide, c'est important contre le harcèlement. Le harcèlement, c'est aussi lié à la scolarité. Quand vous avez des copains, quand vous êtes bien dans votre corps, quand vous vous sentez même solide physiquement, voilà, que vous vous sentez devenir un homme, une femme, je pense que vous êtes plus prêt à affronter l'école, ses épreuves, qu'elles soient théoriques ou ce soit des preuves de la cour de récréation. Donc pour nous, il y a un vrai lien. Et puis il y a un lien tout naturel. On parle de soft skills, donc ça c'est après l'école en entreprise. Moi, je fais partie des gens qui regardent beaucoup la troisième partie du CV. C'est là qu'est la différenciation. Quelqu'un qui a quelque chose de construit, on peut lui apprendre plein de choses. Donc je pense qu'en plus, c'est les préparer à un bel avenir professionnel. Il faut construire une espèce de pack de connaissances qui doit s'égrener effectivement sur l'ensemble du parcours scolaire. C'est ce qui a été fait. 2019, tous les enseignements du collège, 2020, tous les enseignements du lycée, on leur a perfusé du verre, si je puis dire. Partout. Les éco-délégués, ça n'a que 2 ans. On les a lancés, il y en a 250 000. 250 000. À rappeler effectivement, le candidat Macron, c'était samedi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est-à-dire un éco-délégué élu par classe. Et tout ça s'est mis en place de façon très récente. Et ça, c'est vraiment efficace ? Ça doit l'être. C'est très récent. Dans une grande maison où il y a près de 63 000 établissements, vous avez 13 millions d'enfants. Je pose une question, mais on a fait une émission là-dessus. On a d'excellents retours. C'est très créatif. Ça donne envie aux enfants d'aller vers cette connaissance-là. Et encore une fois, de travailler ensemble. C'est quelque chose de très, très nouveau qui, encore une fois, impulse une dynamique qui est sans précédent. Vous parliez, Irina, du concours. Des moyens de mobiliser les jeunes. On a créé un concours il y a 2 ans, concours des éco-délégués. C'est un concours national qui fait l'objet d'une reconnaissance au niveau académique puis au niveau national. On a remis une première fois des prix. Cette année, en juin, on le refera. Donc, on a mis beaucoup de choses en place. Je voulais vous le dire parce que les choses se sont structurées de façon un peu empirique, mais en 2 ans, on a fait beaucoup de choses. Et ça n'est pas une question de politique pour vendre quelque chose, puisqu'on est à un moment où la présidentielle est passée. Oui. Mais je veux le dire, c'est très important. Le sujet est complexe, il mérite... Première question, il y a donc une vingtaine de discours, mais donc pas mal de discours contemporains. Notre maison brûle, c'est Jacques Chirac, c'est encore le XXe siècle, mais bon, il n'y a pas de planète B, c'est Greta Thunberg, il y en a d'autres. Comment vous les avez choisis, ces discours, d'abord ? Eh bien, tout d'abord, un grand discours, ce sont des mots, ce sont des messages, des orateurs, certes, mais pas forcément des orateurs qui sont habitués à prendre la parole. Donc, des hommes, des femmes, des enfants. Et pour nous, un grand discours, c'est un discours qui marque un temps, il y a un avant et un après. Et c'est vrai qu'on a tendance, en général, quand on parle de grands discours, à porter notre regard sur le XXe siècle. Eh bien non, le XXIe siècle, déjà, est riche de grands discours. Et pour nous, c'était important aussi de basculer sur ce monde d'aujourd'hui qui vit des grands défis et avec des enjeux et ces orateurs qui portent justement ces défis pour la société de demain. Le fait de se dire que l'obésité chez les jeunes a progressé notamment depuis les confinements de 2020, le fait de se dire qu'on a perdu là aussi quasiment 25% des jeunes en un demi-siècle dans leur pratique sportive, vous dites que c'est pas possible, il faut aider à relever des défis.
Non, mais c'est sûr, après, il y a eu pas mal d'études sur la santé physique et mentale des étudiants. Je pense qu'après le Covid, ça a été critique là aussi. Donc, le feeling est vite passé entre Caroline et moi, parce qu'au final, l'action qu'on mène aujourd'hui a du sens. Donc voilà, et puis moi, je suis sportif. Je sais que quand j'étais déjà à l'école à l'époque, ça remonte, mais en tout cas, il y avait, le sport était quand même mis de côté déjà à l'époque. Donc voilà, c'est transmettre moi mon expérience et mon mode de vie, et je sais que le sport apporte des bénéfices pour la santé en tout cas. À propos justement de la transition écologique, est-ce que vous avez le sentiment, vous, à votre niveau, et quand vous en parlez avec tous les autres lycéens, puisque c'est vrai que vous réunissez une fois par trimestre, on va dire. À peu près, oui. C'est ça, avec le recteur de l'Académie de Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que la classe politique, que l'éducation nationale, prend ces sujets à bras-le-corps ? Eh bien, c'est-à-dire que le sujet du dernier CAVL, de la dernière réunion des lycéens, était justement les ODD. On a passé près d'1h30 à parler de tout ce qui a été fait au niveau de l'académie pour améliorer et pour suivre ces ODD. Qu'est-ce qui est fait justement au niveau de l'académie ? Eh bien, si on peut parler de nichoirs à oiseaux qui sont mis dans la plupart des lycées, on peut parler de clean walk qui sont organisés. C'est quoi un clean walk ? Alors tout à fait, un clean walk. Je connais le moonwalk, mais le clean walk. Le clean walk. Alors, ça ne vous aura pas échappé, ça vient de l'anglais. Voilà. C'est une marche faite, en l'occurrence par des lycéens. Là, c'était dans le district est de Paris. Et le principe, c'est de ramasser tous les déchets qui traînent dans la rue. Donc, ça a plutôt bien marché. Il me semble 3 sacs poubelles de mégots, des montagnes de papier, de serviettes en papier, etc. Et l'intérêt des clean walks, c'est que ça envoie un message assez fort, en fait, notamment aux adultes qui voient les plus jeunes ramasser leurs propres déchets. Voici. Ensuite, par exemple, dans les lycées hôteliers, il y a on essaye de privilégier les circuits courts pour s'approvisionner de la nourriture, etc. Donc il y a une certaine multitude d'actions qui sont faites, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les citoyens, c'est la jeunesse qui doit s'emparer avant tout de ce sujet et ne pas attendre l'action éventuelle des aînés ? Eh bien, c'est-à-dire que la jeunesse, si elle s'empare du sujet, bon, déjà, il faut réussir à s'en emparer. C'est pas si facile, mais on essaye. Mais si elle Mais à votre niveau, avec ce type d'action, justement, ça envoie un message, c'est bien. Bah oui, tout à fait. C'est ça l'idée. C'est si la jeunesse fait elle-même des actions et que les aînés s'en rendent compte, ça aura un impact assez fort psychologiquement. Mais alors, s'il y a bien une rue... Alors, donc là, on rêve, c'est formidable, il y a de l'éloquence, il y a du rêve. Le et maintenant, souvent, c'est super déprimant. Alors, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai, ça peut l'être. C'est-à-dire que pour nous, ces grands discours, comme je vous disais, il y a un avant et un après, mais justement, ils portent le message. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que... Mais le et maintenant de Malala sur les talibans, ils sont revenus en Afghanistan. Le et maintenant de l'Irak, c'est de Villepin, parce que la guerre a eu lieu, et puis c'est pas les faire tous, il y en a 20. Voilà, mais c'est rare que les nouvelles soient bonnes quand même. Mais c'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment de donner à comprendre que, ces discours ne sont pas juste un temps d'arrêt dans l'histoire, mais au contraire, ils naviguent et ils traversent les générations même. Et donc, ils traversent les générations porteurs d'autres messages et d'autres valeurs. Et donc, ça porte des valeurs. Et ça porte des valeurs et ça porte des messages et ça peut peut-être justement donner aux jeunes citoyens d'aujourd'hui une autre perspective et se dire, ceux qui ont dit non à un moment dans l'histoire, eh bien, c'est peut-être nous, les futurs acteurs de cette résistance civile face à un monde dans lequel il faut relever des défis. Peut-être qu'on aura les clés pour dire non à notre tour. C'est ça. Aurélie Luneau, qui était venue présenter son ouvrage « La force des discours » chez Emmanuel Davidenkoff sur School TV. C'est la fin de ce grand JT. Merci Mickaël. Merci Virginie, à demain. Merci, à demain, exactement. Merci d'avoir été avec nous, schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe, à la réalisation Kenny Dellenbach, au son Mathieu Sullivan, au make-up Taï Sayad et évidemment à la rédaction Emma Guessel et Agathe Delannoy. À demain. Ciao.